Bonjour à tous. Les modes d'alimentation sont en constante évolution en France et amènent avec eux de nouveaux comportements de consommation. Régime sans gluten, consommation d'insectes, végétalisme ou encore recours au snacking, tant de modes alimentaires que nous passerons au crible aujourd'hui dans le MAG Santé. J'animerai ce débat, l'occasion pour moi de présenter nos invités. Alors Vicky et Marine, vous êtes donc étudiante en lettres modernes Oui. Et membre de la Fondation Brigitte Bardot. Exactement. Romane Aubert, vous êtes une diététicienne dans le Calvados. Et enfin, Manon de Val-du-Puy, Shaima Ali Abdallah, vous êtes donc représentante de la Chambre d'agriculture du Calvados. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, de nombreuses questions subsistent sur ce sujet. Des raisons qui motivent ce choix, l'impact qu'ont ces nouveaux modes de consommation sur ceux qui les adoptent, ou encore les mutations sociologiques engendrées. Marine, oui. Vous êtes végétalienne, c'est-à-dire que vous ne consommez aucun aliment d'origine animale. Comment vous est venu ce choix de mode de consommation ? Alors, tout d'abord, merci de nous avoir accueillis, moi et Vicky, sur votre plateau. Donc, je suis devenue végétalienne à l'âge de 15 ans. Ça fait 5 ans depuis quelques mois. J'ai toujours été très concernée auprès de la cause animale et du développement durable. Et quand j'ai commencé réellement à m'intéresser à ces sujets et que j'ai constaté la consommation mondiale abusive et aussi à travers les conditions animales qui sont parfois déplorables, j'ai réellement décidé de m'investir dans la fondation Brigitte Bardot et de devenir végétalienne. Très bien. Vicky, qu'est-ce que ça change au final au quotidien d'être végétalienne ? Alors, je dirais pas que c'est forcément au quotidien, c'est plus sur du long terme, mais il faut savoir que ça a beaucoup de bénéfices en termes de santé. Ça augmente l'espérance de vie, c'est plein de points, en fait, de petits bénéfices comme ça. C'est des cancers qu'on peut éviter, des apports nutritionnels, etc. Donc, et également, bien sûr, le fait de se sentir mieux et d'avoir une meilleure conscience face aux souffrances, etc., que les animaux vivent aujourd'hui à cause de notre consommation abusive de viande. Mesdames, vous qui êtes agricultrices, vous approuvez ce mode de consommation ? Eh bien, du point de vue des agriculteurs, on peut dire que si la population commençait à devenir végétarienne ou végétalienne de façon massive, ça aurait un réel impact au niveau économique en ce qui concerne l'agriculture. Et c'est dans ce sens où on comprend l'aspect avoir une conscience environnementale que dans lequel s'inscrit votre engagement. Cependant, on a quelques réticences au niveau économique surtout. D'autant plus que vous annoncez que vous êtes ici en tant que végétalienne pour défendre la cause animale, mais il faut savoir que tous les agriculteurs ne considèrent pas non plus les animaux juste comme des bêtes. Il y a un certain respect de la bête et de l'animal en tant que tel. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de débats autour de la condition animale au sein même des agricultures. Et donc, il faut savoir que nous, en tant que représentants de la Chambre d'agriculture du Calvados, on défend aussi les agriculteurs qui prennent soin des animaux et qui prennent soin aussi de bien s'occuper de l'abattage, en l'occurrence des animaux. Si je peux me permettre, bien qu'ils s'occupent bien, comme vous dites, des animaux, en fait, ils sont voués dès leur naissance à mourir quand même. Donc c'est le souci que ça nous pose et même si, d'accord, ils sont bien traités, dans tous les cas, on sait qu'ils vont mourir pour notre consommation personnelle alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas forcément besoin de viande pour se nourrir, il y a plein d'autres alternatives possibles. Romane, vous êtes une spécialiste donc de la nutrition. La frontière est parfois mince, donc expliquez-nous, qu'est-ce que c'est la différence finalement entre le végétalisme et le végétarisme ? Mais c'est vrai que la frontière est très mince. Donc, pour vous rappeler vraiment les bases, donc le végétarisme, c'est des pratiques alimentaires qui excluent la consommation de chair animale seulement. Souvent pour des questions éthiques, religieuses ou culturelles, ou voilà, par simple philosophie. Il faut savoir qu'en France, 3% de la population est végétarienne. Au contraire, le végétalisme est la pratique alimentaire qui exclut donc la chair animale, mais également tous les produits d'origine animale, comme notamment le miel, le lait, les œufs. Donc ça réduit vraiment les possibilités alimentaires. Donc après, du point de vue vraiment de mon métier, donc diététique, c'est vrai que le végétarisme et le végétalisme
vont apporter des carences, notamment au niveau des vitamines B12. Donc les filles, je ne sais pas comment, si vous avez du coup d'autres aliments, je suppose que du coup vous utilisez plutôt du lait de soja, tout ce qui est... En fait, pour moi, oui, il n'y a pas vraiment de carence, il faut juste faire attention à son régime alimentaire et bien lier les aliments. Par exemple, si on consomme des légumes, il faut bien lier aussi le blé ou d'autres aliments pour un peu combler en fait ce manque entre guillemets. Il y a toujours des alternatives possibles, le soja, etc. Voilà, donc le végétarisme ou le végétalisme doit vraiment être suivi. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Et donc si vous les filles, vous avez une alimentation quand même équilibrée et sensée, c'est vraiment ce qu'il faut pour combler toutes les carences liées aux apports animaux. Moi, ce que je voudrais demander à nos invités ici même, c'est est-ce que vous avez conscience qu'il faut absolument réduire la consommation de viande au niveau mondial ? Parce que si on continue à consommer comme on le fait maintenant, c'est-à-dire qu'en 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur Terre. Et comment on pourra faire pour nourrir autant de personnes si on continue ce mode de consommation de viande, cette production de viande, il n'y aura pas suffisamment d'eau pour pouvoir faire des exploitations telles. Et alors qu'en plus, il y a déjà aussi 1 milliard de personnes qui sont en manque, qui souffrent de faim. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme solution qu'on pourrait faire pour ce constat qui est quand même assez alarmant? Alors, au second constat, celui des certaines populations qui sont isolées et qui n'ont pas accès à de l'eau ou à des quantités de nourriture suffisantes, on peut avancer le fait que c'est en réunissant plusieurs nations, des puissances par exemple qui ont beaucoup de moyens et des surplus comme la France de production. On sait qu'on jette beaucoup en termes de nourriture, les rapprocher des pays qui justement sont plus en souffrance, créer des liens d'import, d'export de nourriture et de ce fait leur permettre de combler un certain déficit à chaque niveau concernant les deux pays. Manon, votre avis sur la question ? Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Après, ce n'est pas forcément non plus de notre sort. Je pense que c'est plus un changement de mœurs qu'il faut adopter et c'est plus à chaque pays d'adapter de faire en sorte que les consommations changent. Nous, après, nous avons un métier, c'est notre vie aussi, c'est un métier comme un autre. Il faut aussi que la population puisse manger de la viande. Après, à des quantités raisonnables, certes, c'est tout à chacun de réguler sa consommation. Et si je peux me permettre de rebondir sur sa question par rapport à l'eau, parce que du coup, on sait désormais que produire du bœuf, etc., ça consomme énormément d'eau, contrairement à des animaux plus petits ou des fruits et légumes qui en consomment beaucoup moins. Donc comment faire pour l'eau, si on n'en a plus assez d'ici quelques années, en fait ? Tu voulais... Je voulais juste dire que oui, effectivement... on peut produire en utilisant moins d'eau, ce n'est pas un problème, par différentes techniques et voilà, différentes techniques. Romane, vous parliez tout à l'heure de carence, justement. Le temps consacré au déjeuner a considérablement baissé en France ces 30 dernières années. C'est dû notamment au snacking, donc qui est le recours à des produits culinaires prêts à consommer. Qu'est-ce que vous en pensez, Shaima ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça engendre, ces pratiques ? Alors, le snacking, il engendre d'une part le fait de consommer des aliments très... comment dit-on ? Très transformés, très industrialisés, si on peut dire. Du coup, par rapport à la matière première, par exemple, les légumes, on va moins prendre le temps de les cuisiner pour les emmener sur le lieu de travail, par exemple. En ce sens-là, le snacking peut desservir à l'alimentation d'une population. Alors, si je peux me permettre, Shaima, le snacking, souvent l'image qu'on se fait de ce type d'alimentation, c'est tout ce qui est restaurant, donc McDonald's, Burger King, KFC. Mais au final, le snacking, c'est simplement une préparation alimentaire prête à manger. Donc quand vous faites votre repas, au final, pour le midi que vous emmenez à votre travail, c'est tout simplement du snacking. Donc, ça peut très bien être des fruits et légumes sains
que vous aurez cultivé chez vous sans pour autant être du coup néfaste pour la santé. Et on voit de plus en plus apparaître justement un type de snacking très sain pour la santé. Après, si je peux me permettre, nous, ce qu'on veut critiquer aussi, c'est tous les sandwichs préparés en grande surface où généralement la viande est transformée. Il y a plein de conservateurs et là, il est clair qu'il n'est pas sain. Nous, encore une fois, nous ne défendons pas ces pratiques-là. Nous voulons que les Français puissent manger de la viande saine, des légumes sains et donc éviter justement la transformation et les conservateurs. Et nous sommes plutôt pour un snacking où chacun sait ce qu'il mange, fait même son propre sandwich avec des produits frais. On cautionne totalement ça et en plus, c'est en accord aussi avec nos valeurs d'agriculteurs. Marine, vous qui êtes végétalienne, un avis justement sur l'usage du snacking? Moi, je considère, je ne sais pas en fait si beaucoup de gens préparent leur repas, par exemple du midi, pour aller au travail vraiment eux-mêmes. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que voilà, pendant leur pause midi, qui vont directement aller au plus vite, c'est-à-dire le snack, le fast-food d'à côté, et ils vont pas prendre le temps de manger vraiment sainement. Donc pour moi, j'ai vraiment une image très négative du snacking. Parce qu'on peut voir beaucoup de reportages ou même beaucoup d'études qui ont été menées ou d'articles et où la viande qui est, par exemple, pour les kebabs, dans certains kebabs, la plupart, n'est pas respectée, ne respecte pas l'éthique animale et on ne sait pas d'où provient cette viande. Et je pense qu'il faudrait vraiment que les consciences évoluent et qu'on change ce mode d'alimentation réellement. Mais je pense que justement, les mentalités sont en train d'évoluer à ce sujet. On voit de plus en plus des entreprises qui proposent même à leurs employés de préparer leur repas du midi, donc bien sûr basé sur le snacking quand ils ont une demi-heure ou une heure pour manger, mais vraiment tout est sain et fait pour que l'aliment soit bien. Mais en ce qui concerne la traçabilité animale, il faut savoir que quand même, en France, on a une des meilleures régularisations en ce qui concerne la traçabilité des viandes. Seulement, là où le contrepoids est fait, c'est sur les buzz en ce qui concerne les viandes mal Des abattoirs. Voilà, les abattoirs que les médias dont les médias vont beaucoup parler. Et exactement, c'est une réalité, mais minime par rapport à tout ce qui est fait en amont par les sociétés qui régularisent toute la traçabilité de la viande. On parle de nouvelles habitudes alimentaires. Aujourd'hui, on constate une multiplication des régimes sans gluten. Vicky, est-ce que vous pensez que ça change réellement quelque chose ? Je suis pas persuadée, non. Pour moi, le sans gluten, c'est devenu en quelque sorte une mode que du coup je n'accepte pas, je ne cautionne pas ce genre d'attitude. Pour moi, le sans gluten, c'est intéressant, d'accord, pour les gens qui font partie donc qui sont intolérants ou allergiques, et ça concerne que 1% de la population. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet un peu étrange. Le sans gluten, c'est devenu une mode que j'ai du mal à suivre et qui n'a pas vraiment lieu d'être. Par exemple, pour nous, si on se met à consommer sans gluten, notre régime va être vraiment très très difficile à suivre, puisqu'on a quand même besoin d'apports de gluten, etc., pour combler certains autres manques. Vous êtes d'accord avec ça, Manon ? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. On parlait donc d'effets de mode autour du sans gluten. Un autre type de produit, une autre habitude alimentaire qui est parfois assimilée à un effet de mode, c'est le bio. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous estimez que c'est réellement utile, que c'est finalement le meilleur compromis, Marine ? Le bio, pourquoi pas, mais à condition que il y ait vraiment de réelles réglementations, parce que souvent on se dit c'est bio et on fait des fois pas trop attention. Voilà, la question reste quand même un peu... On a du mal à rester... parce que forcément, qui dit bio dit consommation de viande, nous, qui vient d'animal. Donc peut-être que l'éthique est beaucoup plus respectée, mais je pense que des fois aussi, beaucoup d'agriculteurs se disent bio, mais ne le respectent pas vraiment. Vous qui êtes agricultrice, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Je suis plutôt consciente de ces questionnements. Après, il faut savoir que le bio est un mouvement qui peut durer dans le temps et beaucoup plus que le sans gluten et encore toutes les autres habitudes alimentaires, même comme le végétarisme, etc.
Après, beaucoup d'agriculteurs sont dans une perspective bio, et ce depuis des années. Et effectivement, ils ont du mal aussi à faire face à la concurrence, d'où le fait qu'ils soient peut-être moins connus que certains. Après, vu les enjeux environnementaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'utilisation abusive d'eau, c'est une solution plutôt durable et qui peut répondre à pas mal de questions. Et beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, voudraient se lancer dans le bio parce qu'ils savent très bien que c'est un marché qui peut déboucher sur beaucoup d'opportunités, tant économiques même que sociales, et qui pourrait aussi aider au développement correct alimentaire de certains pays. Romane, d'un point de vue nutritionnel, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à comprendre, un petit peu à l'image de la consommation d'insectes. Oui, tout à fait. Donc, déjà, pour en revenir au bio, c'est vrai que c'est des pratiques qui sont saines et ça ne va pas apporter de carence, contrairement au sans gluten. Et c'est vrai que je ne vois vraiment aucun frein à la consommation de nourriture biologique du moment que vraiment les contrôles sanitaires sont réguliers. Et donc pour en revenir à la consommation des insectes, cela pourrait, au fur et à mesure, parce que comme Marine l'a très clairement annoncé, la population va fortement augmenter ces prochaines années. Donc il faut trouver des solutions et la consommation d'insectes pourrait être la solution parce l'élevage des insectes déjà permet de moins polluer par rapport, désolée mesdames, mais à l'élevage de cheptels de vaches par exemple. De plus, ça a une teneur en protéines assez importante, donc entre 60 et 80% pour les insectes contre 18% pour les vaches. Donc voilà, pour moi, après, il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que ça rentre dans les critères, donc notamment pour vous, je pense que ça va poser quelques soucis. Juste, pour revenir à cette nouvelle tendance qui serait de consommer des insectes. Pour l'instant, plusieurs études ont été menées, dont une en Australie, qui annonçait qu'on ne peut pas pas être sûr à 100% de la qualité des conséquences qui pourraient engendrer la consommation d'insectes. Voilà, parce que ça pourrait engendrer des maladies, des allergies. Et donc, ça reste aussi quand même, il reste beaucoup de questionnements à ce sujet et il faut mener plus d'études. Pour moi, je ne suis pas encore sûre de ce nouveau mode de consommation. Comme cela a été dit, nous serons donc 9 millions sur la planète à l'horizon 2050. Milliards, si je peux me permettre. Milliards, exactement. Autant pour moi. De nouveaux modes de consommation paraissent donc impératifs. Donc de la consommation d'insectes au végétalisme, les réponses apportées sont plus ou moins radicales et impactantes sur nos corps. Merci mesdames pour vos avis. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mag Santé. Bonne soirée.